C'est là où on teste, ça marche. C'est beau. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Christophe Vignol. Je suis déjà venu il y a 2 ans. On aura une slide pour ça. Pour vous présenter quelque chose. Et du coup, on revient 2 ans plus tard pour vous présenter un petit peu la suite. Donc, qui je suis? Je suis le responsable du programme de delivery du SIRH d'Airbus, donc du système d'information des ressources humaines d'Airbus, du groupe. Et je vous expliquerai un petit peu ce que c'est après. Et je suis accompagné d'Anne-Lise. Donc moi Anne-Guise, donc je suis consultante People and Change donc pour Sopra Steria Next et donc je travaille avec Christophe sur le portfolio management donc chez Airbus. Et donc on va aujourd'hui vous présenter l'intégration hybride donc des pratiques agiles et de gestion de projet traditionnel au sein donc des grandes entreprises industrielles avec pour cas d'usage donc Airbus. Oula. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là. Donc le SIRH d'Airbus, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, on est 150 000 employés, enfin plus que ça même. On est dans 53 pays. Ça dépend comment on compte le SIRH, entre 160 et 220 compagnies. On n'est pas déployé partout pareil. Et on a essayé d'avoir un SIRH unifié pour tout le groupe. C'est-à-dire que où que vous êtes chez Airbus aujourd'hui, vous pouvez postuler dans n'importe quel pays. Vous voyez tout le job market de partout. Et l'ensemble des données du SI sont synchronisées au même endroit. Ce qui était un énorme challenge. Et c'est pour ça qu'on a fait une transformation agile à l'échelle et qu'on a implémenté un outil. C'est une trentaine d'outils interconnectés, un majeur qui est Workday pour ceux qui suivent un peu le domaine du SIRH, et plein d'autres outils interconnectés qui vont du management des badges, de la sous-traitance. Si quelqu'un de Sopra vient chez nous, c'est nous qui nous occupons de ça. Les 360 des personnes, leurs objectifs, leurs salaires, leurs augmentations. Tout ça, c'est dans un seul SIRH unifié pour tout le groupe. Voilà. Et c'est une transformation qu'on a démarrée en 2015. Donc on est 10 ans plus tard, et où on est passé à l'échelle en agile en 2019. Alors je suis déjà venu le 23 mai il y a 2 ans, donc c'était en mai pas en juin, mais c'est à peu de choses près. Et j'étais avec monsieur Jérôme Peter qui est ici devant au premier rang. Je sais pas, il y avait des gens qui étaient là il y a 2 ans quand je suis venu. Maëlys, je la reconnais, vous êtes là. Quelques personnes, ok, très bien. Donc, ce qu'on avait présenté à l'époque, c'était le chemin qu'on avait parcouru pour arriver à implémenter l'agile à l'échelle chez Airbus dans le domaine SIRH. Et on avait montré que ça avait été une journée, un travel qui était un petit peu long, difficile, et où on avait passé beaucoup d'étapes pour arriver à faire accepter ça dans le management. Donc, ce qu'on voulait, c'était montrer le chemin, démontrer la valeur de l'approche, ce que ça nous avait amené, en fait, en termes de bénéfices, et partager le retour d'expérience. Et on avait clôturé sur un point, c'était que c'était très très bien tout ce qu'on avait fait, mais on commençait à perdre des compétences clés qu'on avait au départ, qui étaient toutes les compétences de gestion de projet, et qu'on voyait arriver de la demande du top management de nous donnez-nous des indications de qu'est-ce que je livre quand, combien ça me coûte, c'est quoi mon ROI, enfin, voilà. Donc des jalons, des plannings. Et du coup, on avait un petit peu expliqué que ces compétences-là, on était en train de les perdre avec la montée à l'agile à l'échelle. On avait un petit gif animé qui est parti dans le PDF. Une entreprise comme nous, il y a différents types de projets. On ne fait pas que des projets digitaux dans lesquels une approche agile, ça s'applique. On fait, nous aussi, des avions, des satellites, des hélicoptères. Et je pense je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a envie de monter dans un MVP d'un avion. Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait prêt. Donc, l'avion, on est obligé de l'avoir fini, de l'avoir en production. Le jour où il sort, il est fini, terminé, on l'a testé, tout fonctionne. Il n'y a pas un demi-avion qu'on va tester avec des passagers à l'intérieur, ça n'arrive pas. Les Chinois sont arrivés dans le jeu et ils n'ont pas fait ça non plus. Soyons clairs. Donc je pense que personne d'entre vous a envie de monter dans un avion en MVP. Et le management, lui, qu'est-ce qu'il va avoir besoin? C'est de gérer un portfolio de projets au niveau du top management. Et le PDG, il s'en fiche, lui, de savoir si vous faites de l'agile ou si vous faites du waterfall, du cycle de vie en V, ou une autre méthodologie projet. Son portfolio de projet, il veut le suivre avec les mêmes métriques,
la même chose, et ça, vous êtes obligé d'en tenir compte. Donc, qu'est-ce qui se passe chez nous, dans une entreprise comme Airbus, d'autres entreprises industrielles, mais bon, j'ai discuté avec d'autres entreprises qui rencontrent un petit peu les mêmes problèmes que nous on a, c'est qu'il y a différentes méthodologies, différentes typologies de projets qui coexistent dans l'entreprise, ça faut l'accepter, que les arbitrages sont pilotés par des priorités métiers, des enveloppes budgétaires et des retours sur investissement. Tous les ans, on va nous demander un budget pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous prévoyez de faire, qu'est-ce que vous prévoyez de dépenser, et ça, c'est un petit peu obligatoire. On va avoir un management qui va nous demander une traçabilité complète à chaque étape des projets, savoir qu'est-ce qu'on livre, comment on le fait, quand est-ce que ça va être présent, et le management de la qualité au cœur du système. Si vous regardez un petit peu les entreprises industrielles, le QMS, le Quality Management System, c'est un truc essentiel, parce que nous, chez nous, sur les avions, le système qualité, il est prépondérant partout. Et ça, on va vous demander les mêmes indicateurs que vous ayez un projet en agile qu'un projet d'avion, pour que le PDG, lui, ait les mêmes indicateurs sur est-ce que c'est livré dans la qualité, est-ce qu'on a fait ça. Et ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc, le cycle de projet agile, avec la MVP, le final product, il ne s'applique pas toujours, ou en tout cas, il faut l'expliquer si on veut le faire. Voilà. Annie, je te passe la parole pour la suite. Et donc nous, en tant que framework agile et CRH, où est-ce qu'on se positionne du coup pour répondre aux attendus de cette entreprise industrielle? Et en fait, très clairement, c'est répondre à des obligations qu'on nous demande. Les premières, elles ont déjà été un petit peu introduites par Christophe, c'est le fait de pouvoir répondre à une gestion budgétaire homogène qui est faite donc de la même façon à tous les niveaux de l'entreprise, à tous les niveaux, à tous les départements. Et donc cela implique, comme tu disais, donc de pouvoir fournir des projections budgétaires, que ça soit à 1 an, voire même à 3 ans. La deuxième chose, c'était pouvoir reporter des produits donc agiles et des projets waterfall dans un ensemble cohérent. Et ça passe par quoi? Ça va passer par des jalons. On va demander en fait des états d'avancement pour, même si c'est des projets qui vont être très différents, on va demander les mêmes statuts d'avancement, les mêmes codifications, etc. Et le dernier, et qui je pense est parfois le plus difficile, c'est traduire les activités techniques et opérationnelles pour le top management, pour être en mesure de montrer une réalité terrain, en fait, et l'escalader, et pouvoir ainsi piloter au niveau du management décisionnaire. Donc là, maintenant qu'on sait ça, en tant que framework agile, où on a l'habitude de travailler en sprint, en tout ça, clairement, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer des ronds dans des carrés. Voilà, on s'est posé la question. Mais du coup, on vient vous présenter ici aujourd'hui que c'est possible, de par l'introduction d'une méthode hybride, qu'au fur et à mesure du temps, donc maintenant depuis 2 ans, qu'on a mis en place donc, au sein du framework. Le modèle hybride, en quoi ça consiste très concrètement? En fait, c'est bridger l'approche dite un peu traditionnelle avec l'approche agile autour de points de synchronisation de cycle agile et ramener au jalon traditionnel. Donc très simplement, c'est comment est-ce qu'on répond aux attendus du top management tout en gardant notre delivery incrémentale. Pour ça, donc j'ai fait un petit rappel, même si sûrement vous le savez déjà. J'ai fait un petit rappel des points un peu clés des 2 approches et de leurs bénéfices sur lesquels on va capitaliser sur le modèle hybride. Donc le premier, avec l'approche traditionnelle, c'est toute la partie budget planifié, suivi, jalon qualité et surtout un besoin de visibilité par le top management et une gestion des risques majeure. Et en face, donc l'avantage de l'approche agile, avec le développement de fonctionnalités en itératif, des livraisons continues de nos fonctionnalités SIRH, tout en gardant en tête la notion de flexibilité, l'adaptation au client, enfin la proximité même avec le business, pour être toujours à jour en fait, des priorités et livrer le maximum de valeur possible. Donc de là, on a repris, pour vous un petit peu contextualiser la structure organisationnelle, dont elle se découpe un petit peu en deux parties. La première, je vais commencer par le bas. Donc la première, ça va être notre système en fait pur de delivery avec nos équipes,
Nous, on a des crews. Donc, désolé d'ailleurs, la slide est en anglais, c'est vraiment notre slide initiale de référence. Donc nous, on travaille donc avec des crews, donc équivalent train, donc avec des équipes qui ont des dépendances sur des outils SIRH donnés. Donc on en a deux. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, on a une data crew, donc qui est tout ce qui est lié à la donnée RH au sein du SIRH, et le Workday, qui va être l'outil le plus gros. Et ensuite, on va avoir donc des standalone products ou des équivalents en fait d'équipes Scrum qui vont elles fonctionner beaucoup plus en indépendant c'est comme des équipes produits en fait dédiées avec leur propre backlog. Et ajouter donc à ce système de delivery qui est safe en fait, puisque à l'initial l'organisation, ce qu'on a voulu mettre en place en 2019, c'était donc une organisation safe. On a ajouté en haut en fait une couche projet qui est en fait un petit peu notre portfolio de projets. Et ces 40 projets sont drivés eux-mêmes par le rôle d'Epic Owner. Et au-dessus encore de tout ça, on va avoir, nous, notre pilotage au niveau du portfolio management et au niveau de la stratégie pour redonner la vision. En sachant que tout ça, évidemment, va s'alimenter des inputs de nos sponsors, de décisions stratégiques aussi de nos business owners. Donc, où est-ce que j'arrive en vous présentant tout ça? Vous allez peut-être vous demander. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir une structure organisationnelle qui est hyper safe au niveau du delivery. Et donc, en fait, on va avoir la partie plus waterfall qui va être au niveau de la couche projet, au niveau du portfolio management, et qui va avoir comme rôle presque de faire un peu ce tampon avec nos sponsors et toutes les demandes, toutes les obligations qui vont nous imposer pour pouvoir piloter l'entreprise de façon homogène dans tous les départements. Alors, je vais rajouter quelque chose. Quand on est venu il y a 2 ans, on était en pleine réflexion de savoir si on allait arriver à implémenter le participating budgeting, enfin les choses qui sont dans la couche LPM de Safe. On n'est pas arrivé à le faire. Je pense que c'est pas un attendu du top management aujourd'hui, comme je le disais, qui veut synchroniser un petit peu les différentes façons de suivre les différents types de projets. Donc on est plutôt dans un reporting qui ressemble à du waterfall, c'est Canada Dry du waterfall, mais qui ressemble à du waterfall en haut avec des projets déjà longs, on va y venir. Mais on n'a pas du tout implémenté, on a essayé mais on n'y est pas arrivé, d'implémenter la couche vraiment LPM Safe telle qu'elle est décrite dans la méthode. Et juste pour compléter, finalement, ça va être nos projets, notre couche projet en fait, qui va nous aider à bridger notre modèle de delivery safe et nous, notre portfolio management avec nos KPI, etc. Voilà. Alors à quoi ça ressemble? Donc là, on a tout anonymisé, on a laissé quelques projets. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, alors vous allez voir, tout ça sont des value streams. Alors on en a plein, je vous en ai laissé quelques-unes. On a tout ce qui est la data HR, parce que c'est un gros point sur la donnée HR et qu'est-ce qu'on en fait. On a vu ici que ça part de l'IA, qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée. Le déploiement international, parce que notre gros de la transformation, l'idée c'était, on est parti sur un SaaS, on est parti sur Workday, on était avec des solutions qui étaient sur site hébergées avec du SAP. L'idée c'était qu'on puisse déployer au monde entier et que tout le monde ait le même SI. Et c'était pas facile avec des serveurs à Toulouse, on va pas se mentir. Donc ça, c'est notre deuxième grosse value stream. Et l'autre, c'était l'accès aux outils dans le flow of work de l'employé. Voilà. Donc on a quelques projets comme ça. Donc j'en ai mis quelques-uns en illustration. Le déploiement du temps en Inde, le déploiement de la paye aux US, l'application mobile du SIRH sur le téléphone, les évolutions du chatbot. Voilà. Donc là, ce qui est important de voir, c'est que nous, on va demander des budgets à l'année. Vous voyez des petits G sur le planning. Ce sont des gates, c'est nos jalons, en fait, nos jalons de livraison. Et ça, on va s'engager auprès du top management à livrer quelque chose. Mais on va être un peu flexible sur le quoi. On va demander des budgets de projet et on va les agréger, ces budgets, au niveau de la value stream, et on va s'autoriser à reprioriser à l'intérieur de la value stream si on voit qu'il y a quelque chose qui est plus prioritaire à un moment donné. Donc on essaye de faire quelque chose qui n'est pas complètement figé non plus. L'idée c'est ça, c'est de se dire, mince, j'ai tel projet qui est plus important que l'autre. Je vous donnerai des exemples plus tard. J'ai des projets qui sont plus importants que l'autre, je peux reprioriser la partie budgétaire.
Ensuite, donc pour un petit peu aussi illustrer donc, cette solution donc, du modèle hybride, on va aussi vous montrer donc, qu'est-ce que nous, on a conservé. Qu'est-ce qu'on a conservé de l'agile donc et qu'est-ce qu'on a conservé donc, du traditionnel. Un des grands points, donc, c'est le calendrier itératif, qui lui donc, est rythmé par des PI planning. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment gardé. Donc on a des PI qui vont durer donc, 4 mois. Dans lequel, donc, pendant les PI planning, on planifie et à la fin du PI, on regarde tout ce qu'on a fait, etc. Et ce qui est très clé, c'est que donc, ce PI est lui-même rythmé donc, par des itérations donc, de 4 semaines. Et c'est à l'issue de chaque itération, pardon, on va faire un statut sur les activités de tous les projets qu'il y a en cours. Et on va être en mesure de voir tout ce qui a été livré sur les dernières 4 semaines. Et en fait, c'est ce niveau-là d'information qu'on va être en mesure de reporter, de remonter en fait à notre top management et qui va aussi créer la trust. C'est-à-dire qu'ils nous demandent des jalons, des choses comme ça, mais nous, on leur montre aussi qu'on livre tout le temps. Donc ça permet une visibilité régulière. Et il y a aussi une autre instance qu'on a ajoutée, c'est tout ce qui va être gestion du risque. Où en fait, aussi, à la fin de chaque itération, on va suivre les risques. On va demander à nos managers opérationnels des équipes quels sont les risques de delivery que nous, on peut traiter au niveau du programme et qui doivent être remontés potentiellement à ce top management-là. Et on va les incorporer aussi dans nos reports mensuels. Donc, on parle de réactivité dans cette gestion du risque. Et enfin, il y a deux, au-delà de l'alignement aussi ritualisé pour les équipes, pour le top management, avec ces deux typologies d'instances, on va aussi être capable, d'une itération à l'autre, d'être flexible dans le cas de changement de priorité. Ça arrive assez souvent que pendant nos statuts d'itération, comme ça, des suivis d'avancement de projet, où on a certains retards sur certaines fonctionnalités, et c'est expliqué par un changement de priorité dans le backlog d'une ou plusieurs équipes. Donc ça aussi, on est capable de le tracer. Alors comment on fait cette priorisation? Alors d'abord, on ne priorise pas les projets. Enfin, on priorise les projets dans la demande budgétaire. C'est maintenant la demande budgétaire. En l'occurrence, l'exercice commence maintenant, on va finir à la fin de l'année. Donc là, on va prioriser les projets, mais une fois que c'est acté, on va prioriser des features à l'intérieur des projets. Donc des livraisons de fonctionnalités qui partent en production. C'est important, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est qu'est-ce qui va partir en production dans chacun des projets. Et ça, on va le reprioriser tous les 4 mois. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé sur le scope du projet, mais par contre, on va toujours, et je vais l'expliquer, je pense, ces slides d'après, qu'on va toujours essayer de livrer ce qui a le plus de sens au moment où on en est. Et on arbitre entre 4 niveaux de priorité pour gérer cette priorité. On a du critique, du high, du medium et du low. Alors on a essayé de faire la business value de 1 à 10. Bon, alors nos business owners ne comprenaient pas trop. Entre 8, 7, 7,5, ils n'étaient pas tous d'accord sur les nombres. On s'est dit on va revenir à un truc plus simple. 4, c'est suffisant. Et critique, high, medium, low, ils comprennent. Donc du coup, critique, c'est je mets en danger le SIRH. High, c'est très prioritaire. Et on va voir dans l'exemple ce que ça veut dire clairement. Et ça va nous permettre d'avoir des instances participatives avant chaque PI planning pour définir qu'est-ce qui est le plus prioritaire à ce moment-là, et on va se concentrer là-dessus. Donc l'idée, c'est que on va se réaligner avec le métier RH sur les nouveaux sujets ou sur les sujets existants. S'il y a quelque chose qui arrive, on est capable de l'incorporer dans le backlog, même si on ne l'a pas prévu budgétairement parlant. Et des choses qui arrivent, il y en a, parce qu'en France, on est spécialiste de faire des lois. Donc, on va sortir une loi qui va impacter les employés, il va falloir l'implémenter, puis ce n'est pas un choix. On a des négociations syndicales. Chez Airbus, c'est une entreprise qui a une grosse négociation syndicale. On a aussi une partie en Allemagne où c'est encore plus important qu'en France. Et donc, on peut avoir des sujets qui deviennent prioritaires et qui ne l'étaient pas prévus, mais ça, on est capable de les prendre. Une réallocation des ressources sur un PI pour aider sur quelque chose de prioritaire. On se dit, bah, tiens, ça, c'est moins urgent, on peut le livrer après, mais par contre, ça, c'est plus urgent, on va le livrer maintenant. On a le cas exactement en ce moment, parce qu'on gère les fusions-acquisitions, j'ai les mots en anglais qui viennent. On gère les fusions-acquisitions, donc là, on fait une acquisition,
Et c'est prioritaire d'être sûr que le jour 1, les personnes elles aient un badge, elles puissent rentrer sur leur site, elles soient payées, elles soient dans notre SI. Et donc ça veut dire qu'on est capable de se dire, bon, bah, peut-être ce truc-là, il est moins important. Et ça va nous permettre d'anticiper les deadlines, les délais potentiels qui impactent les utilisateurs finaux, parce que c'est très réglementé, le SIRH, et on a besoin de prévenir tout le monde quand on sort une fonctionnalité, y compris les partenaires sociaux parfois. Donc on est obligé d'être en amont, proactif de ce qu'il y a à faire. Alors rapidement, je vous donne des exemples de comment on priorise. Donc on fait venir tous les business owners ensemble. On a fait un recueil de tous les besoins. Et on va leur montrer tout ce qu'on a. Alors là, c'est un extrait extrêmement petit par rapport à ce qu'on fait ce qu'on traite dans un PI. Mais je vous ai mis en vert un truc où on s'est dit, bon, ben ça c'est une priorité 1, parce que c'est la mise en prod de la paye et du temps, donc des badgeages, aux États-Unis. À aucun moment, on peut se dire que la date du 1er janvier où on a décidé de le faire, on ne va pas payer les gens. Ça, c'est un truc qui n'est pas possible. On a en priorité 2, on a fait la nouvelle convention collective de la métallurgie. On n'a pas fait tous les reports, tous les rapports qui partent aux autorités ou pour nous en interne. Et on s'est dit, bon, ben, ça, c'est une grosse priorité, mais ça ne va pas mettre en danger le SIRH si on livre un peu plus tard. Et puis, on va avoir des priorités 3. On nous a demandé de traduire le portail candidat en chinois pour nos amis chinois. Et on se dit, ben voilà, si ce n'est pas traduit en chinois, ils utilisent le navigateur, ils mettent chinois, et puis bon, ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt priorité médium. Et le déploiement mobile le déploiement de l'application mobile du SIRH, pareil. On voit bien que quand on met tous les business autour de la table, il y a une priorité qui se décide. C'est évident pour tout le monde que personne ne va challenger qu'on ne paye pas les gens aux États-Unis. Par contre, on peut challenger si on déploie l'application mobile dans 3 mois plus tard, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc c'est cet exercice-là qu'on va faire tous ensemble. Et c'est un énorme avantage, c'est-à-dire que vous voyez, bon, là c'est les projets que vous voyez verticalement. On va tout le temps, tous les 4 mois, reprioriser ce qui est plus important pour le métier à ce moment-là. Et on n'entre pas, ou en tout cas pas très souvent, dans un débat de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, où on ne fait pas ce qui est prévu, parce que tout ce qui est critique et high, on va le faire, globalement. Donc tout ce qui pour le métier est essentiel à être fait maintenant, on va le faire maintenant. Et nous, on est budget boxé, puisque derrière, on a un framework agile qui drive, donc on sait qu'on ne dépassera pas les budgets qu'on a prévus. Et à la fin, on voit, on a des cas là en ce moment, on se dit, il y a un truc qui est en priorité low là, depuis 3 PI et qu'on n'a toujours pas fait. Est-ce qu'on le garde ? C'est vraiment important de le garder. Ouais. Voilà. Et donc à l'issue de tout ce travail de priorisation, dans cette méthodologie un peu hybride, ce qui est pour le coup hyper clé et ce qui crée la confiance à tout niveau, au niveau de l'entreprise, c'est le reporting. Et c'était surtout là-dessus, sur quoi on a été challengé très tôt. Et ce que disait Christophe en introduction, en fait, déjà il y a 2 ans, on le sentait venir. Après, il a suffi de quelques mois où c'était vraiment juste la priorité. Et ce qu'il voulait, c'était de la donnée. Qu'est-ce que vous livrez ? Est-ce que vous êtes prédictible, etc. Du coup, pour ça, donc on a divisé nos niveaux de reporting en 3 temps. Je vais juste rajouter prédictible, pas au sens safe, prédictible au sens gestion de projet standard. Vous m'avez dit que vous livrez pour temps à tel moment, pas vélocité d'équipe. Oui, ça, il ne voulait pas trop savoir. Donc le premier niveau de reporting, c'est celui qui est à destination plutôt du top management, donc du sponsor, parce que pour le coup, ça fait vraiment sens d'adapter notre reporting à notre cible. J'en ai parlé tout à l'heure vaguement, mais donc tous les sponsors, donc c'est ceux qui prennent des décisions, à qui on peut escalader des risques au besoin. Eux, ça ne va pas forcément les intéresser de rentrer dans un niveau de détail, de fonctionnalité opérationnelle, etc. Donc on va leur donner un niveau de visibilité. Vraiment, on va rester au niveau du portfolio de projet. On va leur montrer donc nos gates. Et on va aussi leur montrer, voilà, là, ça c'est un exemple, à titre d'exemple. On a tel projet. Ici, on est au vert. Ici, on va être au rouge. Pourquoi ? Pour telle raison. Eux, ils vont juste avoir besoin de savoir, ok, c'est rouge, pourquoi ? Moi, qu'est-ce que je dois faire après ? Qu'est-ce que je dois escalader à mon niveau pour t'aider ? Donc ça, c'est le premier niveau.
Après, il y a le niveau portfolio management, où là, c'est plus à notre niveau, au niveau vraiment du pilotage, du delivery, de nos chiffres. Je parlais de prédictabilité, mais il y a aussi la stratégie d'amélioration continue, s'assurer que nos livraisons elles sont conformes aussi à la qualité, à ce qui est attendu par le business. Et aussi, donc, regarder, donc là, pour aller un tout petit peu plus loin, une seconde, sur la prédictabilité, c'est quand en PI Planning, nos équipes, elles s'engagent sur des niveaux de livraison, c'est à quel point, en fait, on est en lien avec ça et on suit nos chiffres. Et enfin, le dernier, c'est au niveau du middle management, où en fait, donc, le portfolio management, on travaille évidemment hyper en proximité avec des managers opérationnels qui managent eux-mêmes donc des équipes. On leur donne aussi des indicateurs sur tout ce qui va être lié à la charge de travail de leurs équipes, leurs activités. Et eux vont pouvoir aussi nous fournir tel ou tel risque opérationnel de leurs équipes. Donc c'est vraiment pour le coup une collaboration avec ce middle management. Et donc s'assurer qu'ils livrent bien les fonctionnalités qu'ils attendent. Et eux, ils ont besoin aussi de savoir ça pour piloter leurs propres équipes et driver leurs propres objectifs individuels. Alors, la conclusion de tout ça, on a plusieurs slides de conclusion. Qu'est-ce que c'est les facteurs clés qu'on a mis en place pour qu'on ait un succès dans cette gouvernance hybride? Et on n'est pas au bout de l'histoire. Hein. On est encore au 75% du chemin. Je pense qu'on a encore des choses à faire. La gestion budgétaire long terme est hyper importante, c'est-à-dire d'avoir une vue sur 1 an, minimum 3 ans, c'est plutôt le requis aujourd'hui, de savoir où est-ce qu'on s'en va, parce que l'entreprise a un portfolio de projets et elle veut savoir où est-ce qu'elle met sa priorité, sachant que nous, notre priorité, alors chez Airbus, la partie avion, je ne vais pas parler du reste, mais on couvre tout, c'est plus monter en cadence des chaînes pour livrer de plus en plus d'avions par an. Si vous regardez la presse, c'est ça que vous verrez, plutôt que le SIRH d'Airbus. Plusieurs standards de reporting récurrents et ciblés qui doivent être un outil d'aide à la prise de décision à tous les niveaux. C'est ce que Anis vient de présenter. Un cadre temporel, des rituels itératifs pour permettre ce que j'ai dit avant, la flexibilité, mais aussi pour synchroniser toutes les équipes. On fait les PI planning avec les trains, donc nous on appelle crew chez nous, mais avec les produits Scrum aussi, et tout le monde se synchronise en même temps, parce qu'il y a quelquefois des petites dépendances entre un produit Scrum et un produit, quelque chose qui est une team qui est dans un train, et on veut que tout le monde ait la même cadence, et que ça soit aussi compréhensible pour eux que pour le management. C'est-à-dire tout le monde travaille, même cadence, mêmes itérations, même delivery. Et le management, il sait aussi que le PI planning arrive et qu'il a intérêt à nous donner les requirements avant, parce que s'il arrive après, ça commence à être beaucoup plus compliqué à gérer. Et la priorisation des projets au cœur de l'organisation. Voilà, ce que j'ai montré juste avant. L'idée, c'est de livrer le maximum de valeur, les critiques, les high, les médiums, peut-être pas les low, et de reprioriser ça à chaque fois pour être au plus près du besoin du moment. Et après, du coup, maintenant qu'on sait un peu tout ça, qu'on vous avez les éléments clés de ce qui compose la démarche hybride, on s'est aussi rendu compte que maintenant que ça commence à rouler un peu plus, etc., qu'on faisait quand même face à des nouveaux défis. Et donc, il y en a 2, pour le coup, qui sont majeurs. Bon, en vrai, il y en a plus, mais bon, j'ai quand même... on va essayer d'être synthèse. Le premier, c'est la communication. En fait, c'est étant donné qu'il y a peu de gens qui sont familiers à ce genre de modèle hybride, parce que très souvent, ça va être soit waterfall, soit agile, donc ça va quand même avoir le besoin d'être clair dans l'esprit des gens. Là, il faut qu'on fasse adopter tant à l'externe qu'en interne le fonctionnement de l'organisation hybride. Et ça, ça de façon simple et compréhensible. Et c'est vrai que des fois, c'est parfois... compliqué. Et le dernier point, c'est le point de la formation, parce qu'en fait, on va demander aux gens d'avoir la double compétence, d'avoir la compétence gestion de projet et la compétence agile, et toutes les instances que ça implique. Et c'est vrai qu'en ayant implémenté un modèle safe maintenant il y a quelques années, cette compétence est perdue. Donc là, on remet en place en fait des cursus de formation pour reformer les gens
à notre modèle hybride, à nos attendus spécifiques du département. Ouais, je peux rajouter un truc sur ça. Ce que je disais, j'en ai parlé plusieurs fois dans la journée, mais on a commencé en 2019, ça fait 6 ans. Et quand on a commencé, les gens et qu'on a mis l'agile, on s'est dit ouais, c'est super, on fait du safe, il y a des PO, il y a des Scrum Masters et tout le monde est là et ça marche. Mais ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est que ça marche aussi parce que les gens connaissaient la gestion de projet et quand il y avait un manager qui arrivait en disant c'est quand, ça coûte combien, est-ce qu'on peut le faire, la réponse venait d'un PO, d'un Scrum Master qui savait répondre à cette question parce qu'il avait les compétences. Les gens qui sont rentrés depuis dans le framework, il y a des jeunes qui n'ont jamais vécu du projet Waterfall. Alors pour moi qui suis plus ancien dans l'entreprise, ça fait très bizarre, mais qui n'ont jamais fait un chiffrage de projet, qui n'ont jamais fait un planning de projet, qui n'ont jamais passé un comité de pilotage, et pour qui c'est une interrogation de ce que ça veut dire, et c'est pourtant demandé. Et on s'aperçoit qu'il n'y avait aucune formation qui nous amenait à faire ça, puisqu'on était plutôt à former les gens en agile. Donc on s'est dit, bon, il faut qu'on reprenne la main sur ce niveau de compétences-là et qu'on ait ces doubles casquettes de compétences. Voilà. On a, quand vous démarrez une transformation agile, vous coachez tout le monde aussi. Il y a un gros élan qui est mis. Et cet élan, on ne le fait pas perdurer dans le temps. On ne refait pas des formations comme au début. Ceux qui sont passés par une transfo safe, il y a des coachs qui viennent, tout va bien, c'est super. Au bout de 6 ans, vous ne le faites pas. Et les nouveaux qui sont rentrés, ils ont appris un peu sur le tas. Ils ont appris le safe, ils n'ont pas appris la gestion de projet. Ils n'ont pas été dans toutes les instances. Et le truc, il commence à avoir du mal à se maintenir dans le temps. Voilà. Donc il faut vraiment axer sur la reformation des gens et aussi répondre aux attentes plus haut. Je pense qu'on n'est pas obligé de passer le slide d'après. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et on peut prendre des questions. Bonjour, merci pour la présentation. Question très rapide. Vous avez combien de métiers payeurs? Combien de métiers payeurs? Oui, c'est quoi est-ce qu'il y a un seul métier payeur? Parce que comme vous prenez la liberté de décider de ne pas faire sur un budget qui a été alloué. De métiers qui financent. Qui financent. Voilà. Voilà. Oui. On a 2 fonctions qui financent, l'informatique d'un côté et HR de l'autre côté. Voilà. Et donc, quand une décision de ne pas faire ou de déprioriser, il se passe quoi? Vous cumulez de la dette financière, plutôt de la dette de solution pour répondre à des engagements financiers. Comment se passe ce cycle de remontée vers le sponsor? Un des sponsors a peut-être mis X millions pour faire telle chose sur l'année. Au final, vous en avez fait que la moitié. Il se passe quoi? Non, dans une value stream, comme on n'a que 2 entités qui payent et qu'elles ne payent pas la même chose. L'IT paye la partie IT et développement et le HR paye plutôt. On a des. Alors je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais en HR aujourd'hui, les solutions, c'est des cloud solutions sur lesquelles il y a beaucoup de choses qui sont de la configuration et pas du développement IT. Donc en fait, on a des gens qui font du fonctionnel et qui vont peut-être arriver à configurer des outils fonctionnellement ou pas. Et à ce moment-là, qui vont se faire aider par quelqu'un qui fait de l'IT et qui va vraiment configurer l'outil dans le détail. Donc la RH a une tendance à financer toute la partie fonctionnelle. L'IT a une tendance à financer la partie plus technique IT. Donc le développement, et on ne fait pas que du SaaS, on a aussi du développement réel, enfin avec des gens qui font du développement. Et là, pour le coup, c'est au niveau DSI qu'on décide les projets. Alors en fait, au niveau DSI, il y a un portefeuille de projets digitaux dans lequel il y a un représentant HR qui est ma chef et qui va aller représenter la fonction digitale HR versus toutes les autres fonctions digitales, et on va arbitrer et on va dire ça a de la valeur pour l'entreprise, ça n'en a pas, on a une matrice avec des poids, et donc tout le monde finit par être d'accord sur le fait que là on met de l'argent là où on n'en met pas. Là où le diable est dans les détails, c'est que parfois la fonction HR peut se dire j'en ai vraiment besoin, lancer un appel d'offres de son côté avec un fournisseur en se disant tiens, je vais acheter un service avec un outil digital moi-même, pas configuré c'est quelqu'un qui va me fournir le service. Et là, on va rentrer dans d'autres débats parce que nous, on va être obligé de rajouter des gens là-dessus pour le GDPR, pour la cybersécurité, parce qu'on ne peut pas juste dire on va envoyer les noms des gens avec je ne sais pas quelle data chez un fournisseur si on n'a pas accessé le supplier. Donc
Voilà, mais ça reste pas un truc qui est complètement fou non plus en termes de workload. Donc on a ce genre de truc que nous on appelle de l'IS dans le business, des solutions où, comme on n'a pas su répondre et que budgétairement ça n'a pas été priorisé, il se peut parfois que la fonction métier, dont je fais partie, décide de quand même lancer un petit quelque chose. On essaye d'éviter ça tant que possible, mais c'est une bataille. Je pense que c'est pas que chez nous. Nous avons une question à distance. Est-ce que suite à la mise en place de l'agilité, vous avez fait évoluer votre modèle de gestion de projet et est-ce que vos indicateurs ont évolué en conséquence? Alors, c'est un peu ce qu'on présente là. Oui, on ne fait pas de la gestion de projet au sens waterfall aujourd'hui. On fait de la gestion de projet basée sur ce qu'on livre dans les itérations agiles. Donc, on a nos chefs de projet qui doivent aller voir qui doivent aller voir le framework SAFe. Et le chef de projet, il n'a pas d'équipe aujourd'hui chez nous, ce qui est différent d'un chef de projet waterfall. Il va créer des features qu'il va les porter aux équipes agiles. Et ces features vont lui être demandées par nos business owners. Donc le business owner va aller voir le chef de projet qui travaille pour lui, qui lui va découper le projet en features et que le chef de projet il a 3 ans de roadmap, ou 2 ans ou 1 an, enfin, en fonction du budget qu'il a et du temps qu'il a pour livrer. Donc il va avoir toutes ces features dans le temps et il va aller amener ces features dans le schéma que j'ai présenté pour priorisation aux équipes et on va prioriser pendant un PI planning. Donc ce n'est pas de la gestion de projet waterfall au sens où on l'entend. Par contre, le chef de projet, lui, reporte qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il livre, quand, et il est garant du budget. Il peut aussi challenger le business owner sur le fait que il a que 200 000 € et que s'il continue à faire les petites évols qui sont demandées, on finira pas par le gros machin. Donc, du coup, il est aussi en rôle de challenger ça. Et juste pour compléter sur la partie indicateurs qui était demandée, alors nos indicateurs, ils sont au mieux, parce que en fait, les indicateurs, ils sont assez récents. Au final, leur mise en place et maintenant le pilotage par les indicateurs, finalement, là, il devient vraiment intéressant parce qu'on commence à avoir du recul depuis 2 ans, là, par rapport à notre de mode de gestion de projet. Comme on parlait de prédictabilité tout à l'heure, on parle aussi de comment est-ce qu'on va anticiper. On a aussi un demand management, etc. Qu'est-ce qui va rentrer en compte dans le backlog des équipes, etc. Ça avant, pour le coup, oui, ça a évolué parce que ça avant, ça n'existait quasiment pas, en fait. La question précédente était sur, effectivement, est-ce que l'agilité a influé sur la gestion de projet? Moi, je vais avoir une question inverse, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, la cadence des équipes, en fait, ce que vous avez présenté comme PI et itération, est directement liée à la nécessité de gestion de projet de faire ce reporting? Alors oui, on n'était pas à 4 semaines. En temps d'itération, on était à 3. On a eu des questions quand on a mis l'agilité. On avait des gens qui faisaient du 3 et des gens qui faisaient du 2. On a choisi 3 quand on est passé à Safe, parce qu'on avait plein d'équipes Scrum avant. Ça, c'est ce qu'on expliquait il y a 2 ans. On a mis 4 parce que 4, ça correspond à 1 mois et que personne ne comprenait rien à 3, pour être clair. Donc on s'est dit, on est allé voir les équipes, on leur a demandé, est-ce que ça vous dérange si c'est 4? Ils nous ont dit non, parce que de toute façon, nous, on livre en 4 semaines, voire en 8, mais c'est rare qu'on livre en 3. Comme je le disais, on a des partenaires sociaux, on a des CharBP, on a tout un tas de gens qui doivent être au courant parce que quand on livre quelque chose, c'est 150 000 personnes qui vont l'utiliser. Donc dire que toutes les 3 semaines, on livre un truc et que les gens, il y a un truc qui change toutes les 3 semaines, c'est pas vrai. Voilà. Sur un PI, oui. Sur 4 mois, c'est clair. Mais c'est pas grave si c'est 4 ou 3 pour nous. Voilà. Ça a un petit effet négatif sur le fait que les gens, ils ont une tendance à forcer la dernière semaine. Et donc, il y a moins de dernières semaines. Voilà. Bonjour, 2 questions. Merci pour la présentation. La première, vous mentionnez que les chefs de projet décrivaient les fonctionnalités. Il y a des PM ou les chefs de projet, c'était chefs de projet / PM il y avait des PM autour des chefs de projet. Le PM sans train? Merci. Au sens Safe. Au sens Safe. Donc, non, on n'a plus de PM. On n'a plus de PM au sens Safe. On en avait avant. Okay. Voilà, on n'en a plus. On a des chefs de projet, project manager. C'est pour ça que je pose la question. On n'a pas de product manager dans les trains aujourd'hui. Okay. Enfin, on a un solution manager dans le train, mais c'est pas solution manager qu'on entend. C'est quelqu'un qui est en charge parce que c'est des trains très techniques pour le coup et qui est en charge de l'outil technique qu'il y a derrière. Okay. Voilà.
Très bien, merci. La deuxième question, donc, il y avait un slide où il y avait un rectangle portfolio management. Donc, vous disiez que vous n'avez pas en tout cas implémenté le budget participating. Oui, les horizons et tout Et ça. donc, quelles étaient les pratiques, quelles étaient les instances que vous aviez dans cette cellule portfolio management? Les instances qu'on a aujourd'hui, donc c'est par exemple en ce moment, on fait une revue, je donne des exemples, hein, on fait une revue avec tous nos business owners et notre management de quels sont les besoins pour l'année prochaine. Donc là, on va tout lister. On va faire une sorte de pré-priorisation. On utilise la même, hein, d'ailleurs, de 1 à 4 des priorisations des projets. Ça va être amené au comité de direction de HR. Eux, ils vont prioriser. Là, je pense qu'on y va cette semaine. Et ensuite, ça va être envoyé à l'IT pour que ça rentre dans le projet portfolio global de toute l'IT de l'entreprise, puisque nous, on a un objectif de maîtriser le budget IT au niveau d'Airbus. Hein. Okay. Voilà. Donc, cette revue, elle est annuelle, elle a lieu en ce moment. Ouais, elle commence nous, on commence à travailler en avril pour préparer les choses. D'accord. Sachant qu'elle va tourner jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Parce qu'il y a énormément de projets, hein, chez Airbus, hein, c'est gros quand même. Comme je disais, il y a toutes les divisions, donc ça fait beaucoup d'entreprises. Et on va synthétiser tout ça. Et on va pouvoir ajouter des choses ou en changer jusqu'à la fin de l'année. Et on va être challengé sur beaucoup de choses. Donc je ne voudrais pas qu'on croie que ce qu'on a écrit en avril, c'est forcément ce qu'on va faire l'année prochaine. Okay. On va pouvoir avancer au fur et à mesure jusqu'en décembre. Après, effectivement, il y aura un go budgétaire. Et là, après, si on veut changer quelque chose, on a des choses pour dire on a besoin de plus là. Voilà. Ok. Donc, préparation en avril, des instances en ce moment, un go en décembre. Un go en décembre et un premier gros go en octobre, j'ai envie de dire. Et ce go entre octobre et décembre, il couvre quelle période Il couvre l'année suivante. L'année suivante et une prévalidation parce qu'on a un budget à 3 ans, de l'engagement sur les plusieurs années. Voilà. Okay. Parce qu'on veut alors pareil, là je rentre dans le détail, mais on veut un coût total à complétion. C'est ça qui est demandé. On ne demande pas juste l'année prochaine, on nous demande c'est quoi le coût total à complétion des projets. Ok, merci. Une question derrière. Nous avons une dernière question à distance. On a une question ici aussi. Alors, merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair. J'avais une question sur la partie métrique, sur la partie agile. Donc, comment vous valorisez justement ces métriques, que vous allez plus vite, que vous vous livrez mieux? Et comme vous l'avez évoqué, sur le top management qui a, entre guillemets, cette vision uniquement en métrique projet. Donc, comment vous arrivez à valoriser justement que les efforts de la transformation agile ont permis d'accélérer des choses et d'augmenter la valeur dans l'organisation? Alors, c'est la meilleure question. Non, c'est pas la meilleure question. C'est une très bonne question. C'est dur. C'est pas évident. C'est une vraie question de maintenant, je pense qu'on doit avoir. C'est comment on fait. Parce qu'il y a un sentiment. Mais moi, j'aime pas les sentiments. Enfin, j'aime bien les sentiments, mais pas là. Il y a un sentiment. Waouh, ça délivre beaucoup de choses quand même. Parce qu'au final, on nous demande par PI 200 features. Donc livraison qui partent en production. Et on en fait 130 en moyenne, puisqu'il y en a qui sont dépriorisés. Et à la fin, quand on fait la présentation, on nous dit ça livre pas mal. Mais il y a aussi les détracteurs qui disent vous auriez pu faire les 200. Et là, on manque un petit peu de mesure par rapport à un benchmark autrement, je ne sais pas. Là, on a quelque chose à travailler pour arriver à montrer la valeur de l'agilité là-dedans. Parce que oui, c'est un challenge. Au niveau des projets. Et ouais, c'est ça qu'on veut montrer aussi, c'est que, pour moi, la prochaine étape, c'est de pouvoir montrer, on avait ce projet-là qui était prévu pour cette année, on a réussi à arriver à tant de pourcentage d'avancement de ce projet en 1 an, par exemple. Et ça, je pense que c'est des métriques qu'on doit réfléchir pour pouvoir aussi marketer, évidemment. Alors, Sopra me pousse pour mettre des OKR, voilà. Qu'on n'a pas aujourd'hui, donc ça peut être une réponse aussi. Voilà. Par rapport aux autres DSI qui fonctionnent en projet, il n'y a pas de dépassement de budget. Et en fait, ça, c'est énorme. Quand tu vas voir ton CXO et que tu lui dis, nous, notre budget, on ne va pas commander plus. Et je pense que c'est un énorme argument sur la mixité. Oui, alors ça, c'est le truc qui fait que notre management, côté HR digital, ne veut pas changer.
Ils nous disent, mais moi, je ne veux pas changer, je veux qu'on arrive à démontrer la valeur parce que moi, c'est un énorme avantage pour moi, je ne viens jamais réclamer de l'argent. Et on livre toujours la valeur en premier. Donc tout ce qui est critique pour la boîte, on va le faire. Et ça, pour un manager, c'est super. Lui, vient jamais, il paraît comme le meilleur de la classe, hein, puisque de toute façon, on ne demandera jamais plus d'argent et on aura toujours livré la meilleure valeur. Donc, et ça, c'est la valeur de l'agilité, hein, pour moi, clairement. On avait une question à distance, c'est ça? Et après, je crois qu'il faut qu'on ferme. Exactement. La question, c'était cette hybridation avait-elle des tâches doublonnées sur chaque méthode au départ? Si oui, lesquelles? Et est-ce que vous avez mutualisé depuis? Ouais, c'est dur comme question, ça. Je crois pas, parce que vraiment, on remonte ça de rien, où c'était le management qui le faisait. Est-ce qu'on a vraiment des tâches doublonnées? Je suis pas sûr. En fait, en plus, je pense que réellement, c'est pas le même métier. De gérer un produit, de faire des itérations et de gérer une roadmap et des budgets à plusieurs années et de faire le suivi. Alors, je dis pas qu'ici et là, il n'y a pas des trucs en doublon, mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on ait des choses en doublon, non. Merci. Merci à vous.